Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Hola, ¿qué tal, Chloé? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Todo Oh, bien? Francisco. Quand j'habitais en Espagne, on m'appelait Paco, parce qu'apparemment, Paco, c'est diminutif de François. Ouais. ça, Voilà. Là, tu nous emmènes dans un beau voyage. Euh, tu- j'espère. Bah oui, on est en Colombie, c'est ça? C'est ça, actuellement en Colombie, où il est 11h12 du matin. Donc, on est à 7 heures de décalage horaire avec la France quand la France est en heure d'été. Voilà. Et tu es à Bogota. Exactement. Et, et Bogota est cette ville qui est à haute altitude, c'est ça? Exactement. On est à 2600 mètres d'altitude ici. Et donc les températures sont agréables. Toute l'année. Toute C'est-à-dire l'année, elles sont agréables. toujours entre 9 et à peu près 20 degrés. Chloé, je te propose de te présenter et de nous dire qui tu es, ce que tu fais dans cette ville de Bogota. Avec plaisir. Qui je suis? Donc, j'ai Bonne 32 ans. Je suis tombée amoureuse de l'Amérique latine, je pense à peu près depuis que je suis née. Je suis née dans cette ambiance latine-là, parce que je viens d'une famille qui est passionnée de musique andine particulièrement. Donc, quand j'étais enfant, on ne me chantait pas des berceuses françaises pour m'endormir, mais c'était des berceuses déjà latino-américaines et qui venaient soit d'Argentine, soit du Chili, soit du Pérou, soit de Bolivie, même de Colombie. Donc, je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix. Et donc, ce qui m'a amenée à Bogota. Et qu'est-ce que je fais à Bogota? Donc, ça fait à peu près 10 ans que je viens d'Amérique latine. J'étais d'abord venue en Colombie il y a 12 ans. Je suis revenue il y a 10 ans. Entre-temps, j'ai vécu un petit peu au Pérou. J'ai vécu très longtemps en Argentine. Et maintenant, je suis à Bogota depuis 2 ans, d'où je gère du coup Tierra Latina, qui est mon agence de voyage spécialiste du voyage chez l'habitant et sur mesure en Amérique latine. Et donc, c'est une boîte que j'ai montée il y a 9 ans maintenant, entre la France et l'Amérique latine dès le début. Qu'est-ce qui te fascine avec l'Amérique du Sud? Les gens. Ouais. Les gens, les paysages, mais c'est surtout pour moi, sur ce continent, il souffle un vent de liberté qui ne souffle pas ailleurs dans le monde, Mhm. de ce que j'ai pu découvrir en tout cas. Et là, je pense que les contextes économico-sociaux, politiques font que les latino-américains, de manière générale, bien sûr, ça dépendra de chaque pays, de manière générale, ils ont appris à compter les uns sur les autres et pas forcément à compter sur les gouvernements et sur les institutions. Donc, ce qui pourrait être vu comme quelque chose d'alarmant, qui l'est d'ailleurs à plusieurs égards. Mais il me semble quand même que quand on comprend très jeune qu'on ne pourra pas compter sur l'État pour subvenir à nos besoins les plus basiques, on Mhm. apprend à se débrouiller un peu plus seul et un peu plus les uns avec les autres et être un peu plus connecté et avec la terre et avec nos voisins et avec nos émotions. Et je pense que c'est ça qui me touche particulièrement ici et que je ne retrouve pas ailleurs. Alors, j'ai jamais été en Amérique du Sud, mais ma perception, c'est que
sur ce continent, il y a une diversité culturelle, une richesse culturelle qui est incroyable. Mhm. C'est Et sûr. tu peux nous en dire un peu? Je veux dire, la Colombie et le Pérou, ça se ressemble ou c'est vraiment différent l'un de l'autre? L'Argentine, je pense que c'est différent aussi. Le Brésil aussi. Le Chili encore plus. Mm. Alors, je crois qu'en fait, il y a des influences culturelles qui sont effectivement différentes et en même temps similaires, puisqu'on va retrouver la culture espagnole un peu partout. Alors, sauf au Brésil, on va retrouver plus la culture coloniale portugaise, bien sûr. Donc, il y a quand même ce dénominateur commun. Ensuite, moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, la culture locale va beaucoup dépendre aussi de la géographie locale, de la typographie. C'est-à-dire que, par exemple, alors, tu demandais, est-ce que la Colombie et le Pérou, ça se ressemble? Donc, le sud de la Colombie, là où commence l'altiplano, c'est-à-dire cette espèce de grande partie de la cordillère des Andes qui forme en fait des plateaux de haute altitude. Ça commence dans le sud de la Colombie, dans la région de Pasto, et ça va jusque dans le nord de l'Argentine. Donc ça traverse quand même beaucoup de pays. Et donc effectivement, quand tu es à Pasto, moi je me suis sentie dans les rues de Cusco. Cusco, c'est l'endroit où j'avais fait mes premiers pas en Amérique latine. J'avais fait un stage là-bas de 6 mois. Et effectivement, en retournant là-bas, je me suis dit c'est incroyable, je me sens dans les rues de Cusco et je me sentais aussi un petit peu dans les rues de Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine. Donc en fait, tu vois, rien qu'en Colombie, tu vas avoir cette culture-là andine dans le sud et même au niveau de Bogota, même dès que tu es dans les Andes en fait. Par contre, tu vas dans les Caraïbes, tu vas à Carthagène et c'est une toute autre ambiance. Ça n'a Hmm. rien à voir. Et en même temps, les influences migratoires ne sont pas les mêmes. Donc, forcément, la culture n'est pas la même, les spécialités culinaires ne sont pas les mêmes, la façon de parler n'est pas la même. Euh, et donc, pour moi, c'est hyper riche parce que finalement, on pourrait croire que chaque pays a sa culture. Et en fait, non, parce que dans chaque pays, tu as des cultures différentes en fonction de là où tu es. En Argentine, les personnes qui vivent justement dans le nord-ouest de l'Argentine n'ont rien à voir avec ceux qui vivent dans le nord-est, du côté d'Iguassou, qui sont frontaliers avec le Brésil, le Paraguay, qui n'ont rien à voir avec les peuples qui sont allés peupler la Patagonie, qui s'est peuplée Hmm. plutôt sur le tard. Donc, tu vas avoir des influences très différentes aussi, justement, je pense, par rapport aux histoires migratoires locales, et à savoir en gros quels sont les peuples natifs qui ont pu rester, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été quand même massacrés par nos ancêtres les colons européens. Et donc du coup, en fonction des peuples qui ont migré ou qui sont encore là, euh, tu vas avoir des influences qui sont très différentes, des façons de parler différentes. Tu as même des langues différentes. Si tu prends l'exemple du Pérou, la deuxième langue officielle, c'est le quechua. Donc voilà. Donc, D'accord. autant de pays que de cultures. Et dans un pays, tu peux avoir 3, 4, 5 cultures différentes. Et la spiritualité dans tout ça? Euh, on parle souvent du chamanisme, etc., dans certains pays d'Amérique du Sud. Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement présent au-delà de la religion? Oui, encore une fois, ça dépendra des régions. Pareil, la religion catholique, c'est ce que tu vas retrouver en dénominateur commun pour le coup partout, même au Brésil, hein. Ensuite, ça va dépendre, tu vois, par exemple, tout ce qui va être justement chamanisme, les cérémonies d'ayahuasca. Alors, ayahuasca, on va appeler ça comme ça au Pérou. En Colombie, on l'appelle le yaré. C'est une plante que tu trouves qui pousse en Amazonie et avec laquelle, du coup, tu fais des infusions et donc tu fais comment dire, des cérémonies qui durent toute une nuit. Ça, tu vois, on va le trouver au Pérou, on va le trouver en Colombie, on va le trouver aussi au Brésil dans la partie amazonienne. Donc, et tu vas le trouver, je pense, en Équateur aussi et en Bolivie. Donc toute la partie andine finalement. Au-delà des frontières, je pense il faut vraiment appréhender l'Amérique latine justement, comme je disais, par écosystème Mhm. et par typologie géographique, par topologie presque. Puisque du coup, sur toute la région andine, tu vas justement avoir toute la spiritualité autour de la Pachamama hyper présente mais tu vas retrouver d'autres croyances si tu pars justement dans l'Amazonie. Et tu Mhm. vas retrouver, bien évidemment, d'autres croyances quand tu pars au Mexique et dans le Nord, où du coup, il y a l'influence maya qui est encore très présente. Les Incas qui sont venus aussi avec leurs croyances. Donc finalement, la spiritualité est très présente dans tous les pays et on va retrouver les mêmes croyances d'un pays à l'autre justement parce que au-delà des frontières, c'est des systèmes, des écosystèmes qui existaient et des peuples qui étaient là bien avant qu'on décide de mettre des frontières, les frontières qu'on Bien connaît sûr. aujourd'hui en tout cas. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien du citoyen lambda.
cette spiritualité liée à ses origines, à sa singularité, à sa culture, etc. C'est quelque chose qui vit. Je dirais qu'on le retrouve surtout en dehors des grandes villes. C'est pas quelque chose qui va te frapper, par exemple. Alors, si tu vas à Buenos Aires, ça va pas te frapper. Si tu viens à Bogota, il faut rencontrer les bonnes personnes. Euh, il y a des familles, moi j'ai des familles, des amis ici, dont la famille fait les cérémonies de Yaré tous les mois à la nouvelle lune et ils le font en famille. Alors ils le font, les femmes enceintes le font, les enfants y participent aussi. Et tu vois, c'est des gens qui vivent à Bogota, donc ça peut arriver, mais on va dire que si t'es pas forcément guidé vers les bonnes personnes, c'est pas quelque chose que tu vas Mmh, forcément sentir quand tu vas arriver. Surtout d'accord, dans les grandes villes, qui sont quand même sous l'influence internationale et, la- et sous l'influence de la mondialisation comme partout dans le monde. d'accord. Bah, depuis qu'on a commencé cette interview, on a parlé de l'humain et de l'Amérique du Sud. Et justement, toi, te, ta singularité, c'est vraiment que tu souhaites placer l'humain au cœur du voyage. Alors, ça veut dire quoi, placer l'humain au cœur du voyage? Ça veut dire finalement être fidèle à ce en quoi je crois et ce pourquoi je fais ce métier aussi, puisque on le sait, hein, le tourisme aujourd'hui c'est une des industries les plus polluantes dans le monde, donc c'est clair que ça fait réfléchir, de se dire ok pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelle finalité? Est-ce que la finalité c'est de détruire les écosystèmes qu'on fait visiter finalement à nos voyageurs? Comment est-ce qu'on y participe? Donc toutes ces questions-là, elles m'ont traversé de plein fouet sur toutes les dernières années. Et la pandémie aussi m'a beaucoup fait réfléchir sur le fameux why, le Mhm. pourquoi est-ce qu'on fait ça, quelle finalité. Et finalement, en réfléchissant à comment est-ce que j'ai démarré cette aventure de Tierra Latina, euh, elle a démarré par une histoire d'amitié, puisque du coup cette entreprise, je l'ai cofondée avec Arthur Teno, qui a été dans l'aventure de 2014, donc année de la fondation jusqu'à 2021, début 2021. Et finalement, nous, quand on s'est rencontrés à la fac, donc on était à l'Estu à Angers, on est devenus très amis parce qu'on avait cette passion pour l'Amérique latine en commun. Et notre dénominateur commun, justement, c'était la fascination qu'on avait eue à travers nos voyages en Amérique latine pour les gens qu'on avait rencontrés, pour leur histoire, pour leurs croyances, pour les légendes qu'ils nous transmettaient. Et en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les voyageurs français, parce qu'à la base, on a commencé avec le marché français, aient la possibilité de rencontrer ces personnes, de rencontrer ces peuples natifs, de rencontrer ces communautés andines que nous, on a eu la chance de rencontrer parce qu'on était peut-être jeunes, baroudeurs, on avait du temps, on parlait espagnol. Et donc, voilà, tout s'est construit un peu autour de cette philosophie-là. Donc, pour moi, mettre l'humain au cœur du voyage, c'est toujours réfléchir à l'impact humain et donc l'impact social qu'a notre activité, que ce soit du coup évidemment sur nos voyageurs, mais ça ça paraît tellement, ça saute aux yeux. Mais j'ai envie de dire, je pense que pour moi encore, ce qui est encore plus important que l'impact qu'on a sur nos voyageurs, c'est l'impact qu'on a sur les populations locales. Mhm. Euh, donc voilà, c'est vrai que dans les entreprises, on dit souvent qu'il faut d'abord, voilà, clients first. Eh ben, chez Tierra Latina, c'est plutôt partenaires Ouais. qui sont pour moi, voilà, le cœur de notre activité. Alors oui, sans les clients, ça n'existerait pas, mais sans les partenaires, ça n'existerait pas non plus. Donc pour moi, c'est ça que j'ai à cœur, en tout cas, de développer et d'explorer et d'améliorer en permanence, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre activité elle ait un impact économique positif sur les pays qu'on visite. Comment est-ce qu'on peut promouvoir l'entrepreneuriat local? Comment est-ce qu'on peut éviter justement d'envoyer nos voyageurs dans des chaînes hôtelières internationales? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que finalement l'argent au maximum il reste sur place? Et aussi de voir un petit peu quel est l'impact justement pour nos voyages, comment est-ce que ça se répercute très très factuellement, très concrètement chez les familles chez qui on envoie nos voyageurs. Donc voilà pour la partie partenaire. Donc la partie voyageur elle est évidente. Euh, et la partie évidemment humaine dans l'équipe de Tierra Latina. Ce qui pour moi reste quelque chose de l'ordre du challenge, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait une équipe qui soit soudée, qui reste humaine malgré la recherche de performance bien sûr. On n'est pas une ONG, je le dis souvent. Il faut pas l'oublier. Tierra Latina, c'est une entreprise lucrative. C'est la raison sociale, l'objet social de l'entreprise. Hein. Donc, on est toujours en train de marcher presque sur un fil entre
nos projets, nos envies qui seraient propres finalement à une fondation ou à une ONG, et en même temps, on reste une entreprise avec toutes les problématiques de l'entreprise. Et donc, il faut réussir à lier tout ça. Et je pense que ce qui fait aussi que je mets l'humain au centre du voyage, c'est la résultante des 9 années d'activité aujourd'hui, puisque j'ai même pas vraiment eu besoin d'œuvrer pour que ce soit le cas, puisqu'aujourd'hui, en fait, nombre de nos voyageurs restent en contact avec les familles qui visitent pendant leur voyage. Et donc, on a évidemment le retour des voyageurs qui nous disent on a passé une super soirée chez Raoul, ça a changé la façon que j'avais de voir le monde. Et en même temps, de l'autre côté, on va recevoir le message de Raoul qui va nous dire j'ai adoré la famille Grelot, on a beaucoup discuté, j'aimerais bien rester en contact avec eux, je leur ai promis d'envoyer un livre, une référence d'un livre dont je leur ai parlé, est-ce que tu peux m'envoyer s'il te plaît Chloé à leur adresse email. Donc finalement, c'est là qu'on se rend compte que la rencontre, elle se fait par le voyage entre ces humains, entre les voyageurs et ceux qui reçoivent. Et cette rencontre, elle se fait de manière équitable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de complexe du white savior qui veut aller répandre le bien dans les pays en voie de développement. Enfin voilà, moi, c'est des thématiques que j'essaie de déconstruire. Et du coup, je pense que la plus belle récompense, c'est de voir que ça fonctionne, puisque du coup, quand on a les mêmes retours chez les uns et chez les autres, c'est qu'on a bien fait notre travail. Donc l'objectif, c'est vraiment, à travers ces expériences, c'est que tout le monde apprenne des uns et des autres et s'ouvre Ouais, l'esprit. Et c'est pas exactement. quelqu'un qui domine l'autre ou quoi que ce soit, c'est vraiment la notion de partage au sens propre du terme et au sens profond du terme aussi. C'est vraiment dans l'échange. Euh, Exact. alors, tu parlais de tes partenaires. Dans tes partenaires, évidemment, il y a les habitants qui accueillent tes clients. Euh, Comment tu construis cette relation? Comment tu les choisis? Ça doit pas être facile. Alors justement, c'est intéressant parce que la semaine dernière, toute l'équipe de Buenos Aires était sur le terrain justement pour aller à la rencontre de nouveaux projets et de nouvelles familles. Donc comment est-ce qu'on les choisit? Moi, je crois beaucoup au feeling. Donc certes, on va avoir un cahier des charges. Certes, on va essayer de coller au maximum à notre cahier des charges. Mais avant tout, j'y reviens, hein, mais il y a l'humain derrière, et il y a l'échange, et il y a le feeling. Et en fait, on parle ici de rencontres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain systématiquement. On rencontre les familles, on écoute un petit peu leurs projets, on essaie de savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'elles ont envie de recevoir des voyageurs de France, qu'est-ce qui les motive, est-ce qu'il y a une motivation juste économique ou est-ce que ça va au-delà de ça, parce que pour moi c'est un sujet qui est important. S'il y a une motivation économique, c'est pour faire quoi comme projet derrière? Donc, est-ce que c'est pour envoyer les enfants à l'école? Est-ce que c'est pour construire, par exemple, une laiterie au sein de l'Estancia? Alors, l'Estancia, c'est les ranchs en Argentine. Donc, on essaie de savoir un petit peu quel est le projet au global, quelles sont les parties prenantes du projet. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir juste une famille qui va vouloir recevoir des voyageurs. Et puis, on se rend compte en creusant un petit peu qu'en fait, au sein de la communauté, il y a d'autres familles qui sont pas forcément d'accord avec ça, qui n'ont pas envie de recevoir des voyageurs qui viennent d'Europe. Et donc, du coup, nous, on va essayer un peu de tirer les fils pour comprendre quelles sont toutes les parties prenantes et si le projet, du coup, correspond à nos attentes, mais aussi si, évidemment, les conditions sont réunies pour recevoir les voyageurs dans d'excellentes conditions. Donc, il y a vraiment un travail de compréhension de l'écosystème de Oui. cette famille accueillante Mhm. pour voir si justement le fait d'avoir des touristes qui vont rester chez eux va apporter du positif et non créer des problématiques, c'est ça? C'est ça. Vis-à-vis d'eux comme de leur communauté, et puis aussi la sincérité derrière laquelle ils souhaitent justement accueillir et à quel Mhm. projet social, sociétal, cela va contribuer, c'est ça? Exactement. Tu vois, pour te donner des exemples, on est parfois arrivé sur des déconvenus parce que on est allé visiter des communautés mayas. Alors c'était au Mexique cette fois-ci, et c'était un très très beau projet. L'idée c'était vraiment de pouvoir promouvoir la culture maya ancestrale, de continuer de la faire vivre. Euh, et en fait, malheureusement, la famille chez laquelle on était, je pense qu'elle avait peut-être un petit peu peur du blanc que nous sommes. Euh,
Et donc, on s'est rendu compte que, par exemple, nous, le repas, on insiste pour que tout le monde soit à table dans la mesure du possible, dans la même pièce au même moment, etc. Alors, pendant le Covid, c'était pas possible pour des raisons évidentes. Maintenant, on s'adapte aussi aux craintes de chacun, hein. Il faut pas oublier que le Covid, c'est quand même les Européens qui l'ont amené en Amérique latine, donc il y a eu quand même plein de choses à déconstruire, une peur aussi à déconstruire par rapport à ça. Mais c'est vrai que dans cette communauté Maya, voilà, ils nous servaient à manger, ils s'asseyaient sur le côté, et puis ils nous regardaient manger. Ils osaient pas parler avec nous. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, ça va pas le faire, parce que même si le projet derrière, il est beau, et que j'ai envie de le soutenir, l'échange humain, il est pas là. Et du coup, on reste justement dans cette relation de dominante-dominée, de blanc finalement, et communauté autochtone sur place. Et ça, pour moi, c'est un non, c'est un no-go, c'est pas possible. Donc, je fais des choix aussi qui sont parfois difficiles par rapport à ça, parce que voilà, si toute la communauté n'est pas d'accord pour recevoir des voyageurs européens, et je comprends que ça puisse porter débat, honnêtement, je comprends, voire je peux le soutenir dans certains cas. Si tout le monde n'est pas raccord, pour moi, les conditions sont pas réunies pour que nos voyageurs soient accueillis dans de bonnes conditions. L'idée, nous, ce qu'on essaie de dire à nos voyageurs et ce qu'on essaie de vendre, hein, c'est justement une expérience comme chez des amis ou comme chez notre famille. C'est-à-dire qu'on est invité, on entre vraiment dans une famille dans laquelle on est les bienvenus et dans laquelle il faut qu'on se sente aussi à l'aise. Et si ça, c'est pas le cas, on peut pas donner suite. Et tu as des exemples justement que ces expériences de séjour chez l'habitant ont permis justement d'améliorer soit une famille, soit de permettre l'éducation des enfants ou quoi que ce soit. Tu as des histoires à nous raconter là-dessus? Ouais, alors j'en ai pas mal d'histoires à raconter là-dessus et justement ce qu'on essaie de faire, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est d'avoir un moyen de mesurer avec des paramètres qui soient les mêmes pour tout le monde, pour tous les projets qu'on soutient, de pouvoir mesurer vraiment l'impact justement humain qu'on a. Parce que pour l'instant, c'est surtout par retour d'expérience, c'est par un appel, c'est par un coup de fil, ou c'est parce que moi quand j'y vais, ils me disent ah mais regarde ce que j'ai réussi à construire, regarde ce que j'ai fait, je pense à faire ça. Et donc du coup, je me dis il faut vraiment qu'on arrive à compiler toutes ces informations-là et qu'on puisse les rendre visibles en fait à nos voyageurs, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas, ils sont obligés de nous, entre guillemets, les voyageurs sont obligés de nous faire confiance en ce qu'on leur raconte. Et du coup, ça va être justement un des challenges de cette année. Donc là, par exemple, tu vois, la dernière fois que je suis retournée, par exemple, en Patagonie Argentine, c'était en octobre. Et justement, Esteban, qui a une estancia avec laquelle on travaille beaucoup et depuis longtemps, qui est vraiment une estancia très authentique, loin, hors des sentiers battus et loin de ce qu'on peut imaginer dans les choses un petit peu aseptisées. Justement, il me montrait là qu'il était hyper content d'avoir réussi alors, il a réussi à construire un musée. Donc ça, c'était il y a déjà 3-4 ans, parce que c'était juste avant la pandémie. Donc dans lequel, du coup, il a mis plein d'objets qu'il a trouvés sur son terrain. Alors son terrain, ça fait des milliers d'hectares. Et en fait, il se trouve qu'en Patagonie, comme c'est un endroit qui est quand même, et même en Argentine de manière générale, et dans toute l'Amérique latine, il y a plein de zones qui sont des zones archéologiques très très riches, mais qui sont pas fouillées. Parce que justement, les communautés locales ne laissent pas les scientifiques venir parce qu'ils n'ont pas envie que, entre guillemets, Buenos Aires ou la capitale ou l'institution scientifique nationale viennent mettre leurs pieds sur ce qu'ils estiment qui leur appartient, en fait. Et donc, du coup, Esteban, dans son musée, il a des œufs de dinosaures, il a des fragments de poterie, de je sais plus trop quoi, il a des fossiles qui datent de l'époque des dinosaures, justement. Et donc, du coup, il a mis tout ça dans un musée qu'il a réussi à construire. Et donc là, quand je suis retournée en octobre, il était justement il avait construit déjà je crois qu'on appelle ça une fromagerie. Et donc, il a même acheté de matériel pour faire, justement, pour traire les vaches et pour faire après le fromage. Et donc, il m'expliquait que du coup, c'était, du coup, grâce à l'accueil de voyageurs qu'il avait eu les moyens financiers de construire ça. Et qu'il aimerait que pour la saison prochaine, donc là, qui commence en octobre cette année, donc octobre 2023, justement, il aimerait beaucoup pouvoir initier les voyageurs qui se rendent à l'Estancia à la fabrication de fromage artisanal. Donc en fait, tu l'accompagnes, tu vas traire la vache, et après, donc t'as déjà du lait qui est là, qui est entreposé, et donc tu participes vraiment à l'élaboration du fromage, et à la fin tu le dégustes. Et tu vas de voir ça, ben pour moi, c'est le plus beau cadeau en fait, c'est de me dire ok, ça sert à quelque chose. Ça Ouais, sert à ouais. Et c'est vrai de pouvoir raconter toutes ces histoires justement sur lesquelles vous avez pu avoir, à travers vos voyageurs et vos activités, ces impacts sur la vie des gens et des Mm. impacts positifs. C'est important aussi de les partager. Euh, et puis aussi, il y a une question de transparence, c'est-à-dire que Mm. de montrer vraiment ce qu'on fait. Moi, je me Mhm. souviens quand j'avais vécu le tsunami aux Maldives,
On avait demandé à nos clients, l'occupation était descendue à 10% d'occupation. Et donc, on avait demandé à nos clients de nous aider justement dans la reconstruction d'une île, 35 habitations, et on avait fait un partenariat avec les Nations Unies qui nous fournissaient les matériaux et nous, on fournissait la main-d'œuvre sur base de volontariat. Et justement, on communiquait ensuite sur l'évolution et la construction et la rénovation de ce village. 35 habitations, plus de sanitaires, c'était, je crois, 90 personnes, etc. Et de pouvoir partager comme ça, déjà, nous, ce qu'on a vécu humainement, c'était incroyable. Je veux dire, ce projet nous a rassemblés les uns les autres après ce qu'on venait de vivre avec le tsunami. On se sentait utile parce qu'on avait eu de la chance. Même si on n'avait plus de clients, on avait eu la chance d'être en vie et de ne pas avoir subi trop d'impact de ce tsunami, mais ensuite de pouvoir participer justement à la reconstruction de vie et de communauté était quelque chose d'extrêmement valorisant pour l'ensemble des équipes et pour les clients. Donc c'était intéressant de pouvoir mettre ça en avant. On a parlé de l'humain. L'Amérique du Sud, c'est aussi des environnements incroyables. Tous les deux, on partage une passion qui est pour ces baleines. Lors de nos échanges, je t'avais dit que je t'avais partagé un rêve que j'ai, c'est un jour d'aller à la péninsule Valdez, aller voir les baleines franches qui offrent ce spectacle unique au monde. Hein. C'est vraiment de mettre la tête sous l'eau et de faire sortir leur queue et de faire comme si c'était des voiles, etc. Et c'est absolument magnifique. Et un jour, je viendrai parce que c'est vrai que l'élément naturel est fantastique. Toi, cet élément naturel, comment justement, tu te relies à cet élément? Alors moi, dans mon temps libre, je suis une grande fan des grands espaces et alors du trekking surtout. Je fais pas mal de randonnées. J'aime beaucoup la randonnée en itinérance. Donc moi, je me relie à ça parce que, en fait, en faisant tous les treks possibles et imaginables, toutes les randonnées possibles et imaginables sur le continent dès que je peux me le permettre. Donc et ouais, sur le thème des baleines franches australes de la péninsula Valdez, c'est vrai que c'est un spectacle assez hallucinant parce qu'en plus, on n'a pas besoin d'aller les chercher. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, tu montes sur ton bateau, c'est une réserve naturelle. Hein. Tu fais, allez, quoi, 15 minutes de bateau. Le bateau, il s'arrête, il coupe le moteur. Et t'attends. Et ça commence. Et elles viennent devant le bateau, sous le bateau, avec leur baleineau. Elles sautent devant toi. T'en vois partout, autour de toi, tout le temps. Il n'y a pas de, il y a jamais eu de cas pour l'instant de sortie en mer où on voit pas de baleines. Et en plus de ça, en général, tu les vois, elles sont à 2 mètres de toi, littéralement, quoi. Elles sont sous le bateau. Bon, pour info, la bonne période pour venir, du coup, c'est de juin à octobre jusqu'à novembre, on peut les voir. Donc, D'accord. comment je me relie à ces immensités de paysages qu'offre l'Amérique latine? Ben, tout simplement, là, au moment où je te parle, tu vois, devant moi, je vois la cordillère des Andes depuis mon appartement à Bogota. Et voilà, je suis une grande fan de montagne, une grande fan de lacs aussi. Je viens de m'acheter un terrain en Patagonie argentine, en face des montagnes, avec un magnifique lac devant, et c'est un super endroit pour faire de la randonnée. Donc voilà, moi dès que je suis pas derrière mon ordinateur, j'essaie d'être dehors avec mes chaussures de randonnée aux pieds. Donc, exploratrice, amoureuse du voyage, tu vis à l'étranger, tu es une femme et tu es une dirigeante d'une entreprise. Et tu as fait des choix. Si tu peux nous partager quelques grandes décisions que tu as prises. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que ça a été facile de faire ces choix? Parce que des fois, les entreprises, on prend des décisions et on se dit, mais il y a l'aspect économique qui prend le dessus et qui vraiment dit, je fais ou je fais pas. Et donc, moi, je voulais que tu nous partages ton expérience et qu'est-ce qui t'a permis justement de prendre des décisions qui vont pas forcément dans le sens de l'économique, mais qui ne l'ignorent pas non plus. Je pense que la première grosse décision que j'ai prise, c'était en 2014 quand on a décidé de monter cette aventure, ce projet, cette entreprise. Donc à l'époque, j'avais 23 ans, j'étais encore étudiante parce que du coup, l'idée de Tierra Latina nous est venue alors qu'on était encore en master, en fin de master 2. Et finalement, ça a été un choix qui a été hyper facile à prendre puisque
quand tu te lances dans l'entrepreneuriat à 23 ans, il y a rien à perdre. Il y a rien à perdre. Bon, toi. Donc, il y avait pas de chômage, on n'était pas avec du chômage, donc on était avec nos économies d'étudiants. Donc, on a fait un all-in avec, en gros, tout ce qu'il y avait dans notre tirelire, c'est-à-dire pas grand-chose quand t'as jamais travaillé finalement. Euh, et on s'est lancé là-dedans entièrement. Et je crois que justement, même si avec le recul, on avait eu un doute, hein, on s'était dit, est-ce que finalement on n'attendrait pas peut-être 2 ans avant de se lancer, comme ça on pourrait faire nos armes dans une grande boîte, on pourrait travailler dans des grandes agences, et après on montrait ce projet-là. Puis on a réfléchi 24 heures, puis on s'est dit, mais en fait, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, et on verra bien. Qui ne tente rien à rien. Et du coup, ça a marché. Donc, ça a été une grosse décision, mais je pense que je me suis rendu compte bien après que ça avait été une grosse décision, justement en rencontrant d'autres entrepreneurs qui faisaient la remarque justement que c'est un peu rare de se lancer si jeune et avec zéro expérience. Hein. Enfin, on avait fait des stages dans les entreprises du tourisme, mais ça s'arrêtait là, quoi. J'avais fait mes saisons d'été d'étudiante. J'étais contrôleuse à la SNCF et voilà, quoi. Je suis partie avec ce bagage-là. Et finalement, je pense que voilà, quand on est jeune, on a beaucoup d'insouciance, beaucoup de naïveté, et je pense que j'ai longtemps cru que c'était un désavantage, et je me rends compte que c'est un énorme avantage, parce que je pense que se lancer à 30 ans, c'est beaucoup plus difficile que de se lancer à 23 ans. Parce qu'à 23 ans, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. On n'a rien à perdre. On s'imagine pas toutes les complexités auxquelles on va devoir faire face, administratives, légales, comptables, financières. Tout est difficile, et finalement, en fait, on a aussi l'énergie quoi qui va avec. Et moi, à ce moment-là, à 23 ans, ça m'a pas dérangé de travailler 7 jours sur 7 pendant les 3 premières années, hein, parce qu'avant de me tirer un premier salaire, je crois qu'on a bien mis 3-4 ans, quoi. Donc, et le premier salaire, c'était 400 € par mois. C'est sûr que quand on est jeune, il y a cette naïveté, cette insouciance qui est très intéressante et qui nous permet de réaliser beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé le monde de l'entrepreneuriat à 50 ans. Et là, évidemment, on n'est pas dans les mêmes conditions, surtout quand on a une famille, des enfants, etc. C'est pas du tout les mêmes défis et on peut pas faire forcément les mêmes choses, mais on se lance et je trouve que c'est important dans l'entrepreneuriat. Toi, aujourd'hui, 9 ans après le début de cette aventure, quels sont les grands apprentissages? Je vais citer une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est de Xavier Dolan, le cinéaste Hmm. québécois, qui dit tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça mon plus bel apprentissage. Et je pense que la pandémie nous a tous mis à rude épreuve. Euh, et que si j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est parce que j'ai été très bien entourée, mais parce que j'ai pas abandonné aussi, et que ça valait la peine de pas abandonner. Super, bravo. Et dis-moi, tu as pris aussi des décisions, dans certains cas, de ne pas travailler avec des grands groupes. C'est une décision facile à prendre ou pas? Oui, Pourquoi? Comment? oui, parce qu'en fait, si on est aligné avec nos convictions et nos valeurs, les décisions, elles se prennent naturellement. Hmm. Et en fait, bon, alors les répercussions économiques, elles sont discutables parce que finalement, je pense que quand tu prends la décision de ne pas travailler avec certains grands groupes, tu affirmes aussi un positionnement Mhm. qui, je pense, sera bénéfique dans les années à venir pour nous, j'espère. C'est vraiment s'aligner avec qui tu es et les valeurs qui t'animent au quotidien et ce que tu veux partager aussi à travers ton expérience. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Je pense que quand on est aligné, les choses se font de manière fluide et les décisions se prennent de manière fluide et jusqu'à preuve du contraire, les conséquences économiques ont été plutôt vertueuses. Donc, Donc c'est bien. C'est bien. pas de raison de penser aujourd'hui qu'il faille remettre ça en question. Très bien. Très bien. Alors, je pose souvent la même question à mes invités dernièrement. Optimiste ou pessimiste?
Il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de joker. Alors, je suis plutôt pessimiste sur l'avenir de la planète d'un point de vue environnemental. Je suis optimiste quand je vois que dans le monde du tourisme, on est quand même beaucoup à se poser, il me semble, les bonnes questions. À être d'accord aussi pour embrasser les paradoxes de notre industrie, c'est-à-dire comment parler de durabilité du voyage alors qu'on parle justement de voyage, et en l'occurrence, dans mon cas, de voyage long courrier, donc avec une empreinte carbone importante, très importante même. Et finalement, j'ai aussi décidé, peut-être dans les grandes décisions que j'ai prises, justement de pas baisser les bras en fait sur ce sujet. Et je crois que les belles rencontres que j'ai faites dernièrement, et tu en fais partie, viennent aussi nourrir cet espoir, donc cet optimisme que on est capable de changer les choses. Et je pense que si on est solidaire aussi dans cette envie et dans ce projet, je pense qu'on est capable de faire de grandes choses tous ensemble. Et peut-être même d'inspirer les grandes entreprises et peut-être les moins grandes qui ont moins d'agilité finalement à opérer des transitions vers des voyages peut-être plus durables. Je pense qu'on est en capacité de les inspirer, et je pense que c'est dans notre devoir. Je pense que c'est notre devoir aussi vis-à-vis de la Pachamama qui nous offre ses merveilles tous les jours et qui nous permet en plus de faire de la croissance économique en partie grâce à elle. Donc je pense que c'est un devoir qu'on a en fait. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je sais qu'à travers les différentes interviews que j'ai pu avoir depuis 3 ans au sein de ce podcast, déjà j'ai beaucoup appris des uns et des autres, mais en plus je me suis rendu compte aussi de la complexité. La complexité dans le sens où on ne peut pas parler juste du tourisme. Je veux dire, il y a tellement... tu sais, ça rejoint un peu ton histoire par rapport à tes locaux qui accueillent les touristes. Eh bien, il y a un écosystème autour, et c'est comment intégrer et engager l'ensemble de l'écosystème autour de la réflexion et de l'action ensemble. Et c'est un véritable enjeu, quoi. Donc, en effet, c'est pas facile. Mais on va rester optimiste, même si des fois je te rejoins. Il y a des questions sur l'état de santé de la planète qui sont extrêmement inquiétantes et qui font réfléchir. Moi, je suis papa de 2 garçons qui sont ados. Je me pose souvent la question quel monde je vais leur laisser, quoi, et dans quel monde ils vont vivre eux aussi. Donc, c'est pas facile. Écoute, comment on dit bye bye en espagnol? Adios? Muchas Il y a gracias. plusieurs manières de dire. Muchas gracias, hasta luego, adiós, hasta la próxima, que estés bien. En Colombie, ils aiment bien dire que Dios te bendiga, qui signifie que Dieu te bénisse, mais ça veut dire aussi au revoir. Et merci. Eh bien, muchas gracias, que Dios te bendiga. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir passer ce moment avec toi. On s'était rencontrés en Israël, et les échanges qu'on avait eus, j'avais été très touché par tes engagements, ton humilité, ta bienveillance, ton empathie, et puis ton envie, tes engagements, ton envie à aller plus loin et à avoir plus d'impact positif sur les gens. Donc bravo, ne lâche rien, continue. Et puis j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir prochainement en France. Évidemment, l'idéal, ce serait l'Amérique du Sud, mais c'est pas encore dans les cartes. Eh bien, écoute, plaisir partagé et émotion partagée sur cette belle rencontre. Donc non, je suis ravie d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec toi sur des sujets qui nous sont chers à tous les deux, il me semble. Donc tant mieux. Merci beaucoup. Et peut-être qu'un jour, on ira voir les fameuses baleines à Péninsula Valdez ensemble. Et tu me diras, tiens, François, voilà, ça y est, c'est fait. Je t'attends. Ok. Au revoir. Ciao. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif.
Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.